La francophonie est bien plus qu'un simple ensemble de locuteurs du français. Elle est une construction politique, historique et culturelle en constante évolution. Depuis l'usage du terme par Onésime Reclus jusqu'à son institutionnalisation, la francophonie oscille entre héritage colonial et espace de dialogue interculturel. Quels enjeux sous-tendent cette notion ? Comment les littératures francophones se positionnent-elles face au canon littéraire français ? Avec Mohamed Aït-Arabe, nous explorerons les tensions, les hybridations et les résistances qui façonnent la francophonie littéraire contemporaine. Et bienvenue dans ces causeries des humanités. Nous sommes heureux de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet. Nous allons nous intéresser aux études francophones avec un premier terme autour de la notion de francophonie. Et pour cela, nous sommes heureux de recevoir le docteur Mohamed Aït-Arabe, qui est maître de conférence à l'Université de La Réunion, agrégé de lettres modernes et membre du laboratoire DIR. Bonjour Mohamed Aït-Arabe. Bonjour Christophe Porlier. Alors, est-ce que vous pourriez, j'en profite, vous présenter un petit peu, quel est votre parcours, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ces questions d'études francophones ? Bien, en fait, j'ai rencontré la francophonie grâce à un de mes maîtres, Ambroise Combes, professeur camerounais, dont j'ai suivi les cours pendant une année, et qui m'a fait découvrir ces littératures. Moi, je suis un pur produit de l'université française. J'ai grandi avec Giono, Victor Hugo et les grands classiques français. Et là, j'ai découvert tout un pan que j'ignorais complètement. Et donc, grâce au professeur Ambroise Combes, puis grâce au professeur Bernard Moralis, avec qui j'ai fait ma thèse, c'est comme ça que j'ai découvert ces littératures. Alors justement, vous avez de nombreuses contributions, et notamment une des plus notables qui est un ouvrage surintitulé Mongo-Betty, un écrivain engagé, publié aux éditions Cartala, mais je crois que votre sujet de thèse aussi portait sur Mongo-Betty. Effectivement, ma première thèse portait sur le roman camerounais d'abord, que j'avais faite avec Bernard Moralis à Lille. Et ensuite, j'ai fait une deuxième thèse plus spécifiquement consacrée à Mongo-Betty, ici même à l'Université de La Réunion avec le professeur Gwenaël Pono. Alors, Mohamed Aït-Arabe, merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez bien nous expliquer justement de quoi effectivement il s'agit lorsque nous nous intéressons à la question des études francophones. Et une notion très importante qui est la notion de la francophonie. Alors, je vais vous poser une première question sur l'origine historique du terme de francophonie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, le terme en lui-même, si on veut revenir faire un petit peu l'histoire de cette notion, il apparaît sous la plume d'Onésime Reclus. Onésime Reclus, comme on le voit sur la diaporama, est un géographe qui publie à la fin du XIXe siècle un ouvrage, le voici, intitulé « France, Algérie et colonies ». Et la particularité de Onésime Reclus, c'est qu'il innove un petit peu. Jusqu'à présent, on classait, avant lui, les populations du monde entier en fonction du critère racial. Le terme de race était abondamment utilisé. On pensait effectivement qu'il y avait différentes races. Et Onésime Reclus part du principe qu'il va classer les populations en fonction des langues. Et c'est ainsi qu'il invente deux néologismes, francophone et francophonie, pour désigner tous ceux qui participent à un degré ou un autre de cette langue. C'est ainsi qu'apparaît le terme. Et puis si on continue un petit peu l'historique jusqu'au XXe siècle, le terme entre à la fin du XIXe siècle dans les dictionnaires, et puis finalement, il n'a pas l'audience qu'il pourrait avoir. On l'oublie. Pourquoi ? Parce que dans le système colonial français, il n'y a pas de place pour la francophonie. Tout est français. Tout est français. L'Algérie est département français et tous les territoires, que ce soit des protectorats comme la Tunisie ou le Maroc, que ce soit des colonies, participent de l'ensemble français. Donc le qualificatif de francophone n'a pas lieu d'exister et petit à petit le terme s'étiole, disparaît, on l'oublie. Et paradoxalement, c'est la période de la décolonisation entamée en 1956
avec avec la Tunisie et le Maroc, et qui se poursuit dans la décennie suivante, c'est paradoxalement la décolonisation qui va remettre le terme au goût du jour. C'est une revue, la revue Esprit, dont nous voyons la première page, la couverture, qui, en 1962, c'est-à-dire quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, publie ce numéro spécial intitulé « Le français, langue vivante ». Et quand on regarde la liste des contributeurs, il y a des noms très très importants. Il y a des politiques comme Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, comme Norodom Sihanouk. Il y a des intellectuels, des universitaires, André Martinet, Jean Lacouture. Et c'est très intéressant de regarder, le voici, la page qui indique le détail, la liste des contributeurs. Des contributeurs à cette revue. Voilà. Donc, le terme de francophonie, à partir de ce moment, revient un petit peu au goût du jour. Là, on parle de francophonie, j'allais dire, avec un F minuscule. Parce que très vite, mais peut-être on aura l'occasion de développer, on va passer à une autre francophonie plus politique, plus institutionnelle. Et Dominique Conque, qui est un des grands spécialistes français de la francophonie, distingue bien la francophonie avec un F majuscule, qui est la francophonie politique et institutionnelle, d'une francophonie avec un F minuscule, qui est plus cette francophonie qu'il appelle, lui, la francophonie du terrain. Alors justement, écoutez, vous m'incitez à poursuivre sur la deuxième question. Effectivement, la francophonie, en quoi est-elle à la fois une réalité linguistique et un projet politique? Alors, effectivement, vous avez raison de bien distinguer les deux. Projet politique, peut-être on peut commencer par cela. En 1946, au moment où s'écrit la constitution de ce qui va devenir la 4e République, il y a cette prise de conscience que peut-être les rapports entre la métropole et les colonies doivent évoluer. Il ne s'agit absolument pas en 1946 de donner l'indépendance aux colonies, mais d'instituer de nouveaux rapports. C'est très habile politiquement, mais ça ne marchera pas. Et on crée l'Union française. Cette Union française qui rassemble la France hexagonale, les territoires d'outre-mer, les 4 vieilles colonies qui vont devenir départements d'outre-mer, et puis les autres possessions. Et finalement, ce projet politique est une manière de permettre à la République française de conserver, en quelque sorte, un statut de grande puissance dans le concert des nations. Ce projet politique ne fonctionne pas. Il va s'étioler. Dès 1956, le Maroc et la Tunisie prennent leur distance. On connaît la difficulté de l'accès à l'indépendance de l'Algérie avec cette guerre extrêmement, extrêmement douloureuse des deux côtés des rives de la Méditerranée, et qui aujourd'hui encore n'est pas totalement réglée. Cicatrisée en tous les cas. Exactement. Et donc, il me semble que la francophonie institutionnelle et politique tombe à point, parce qu'elle va permettre de réaliser ce qui n'avait pas pu être réalisé dans un cadre politique, c'est-à-dire qu'on va prendre pour prétexte ou pour alibi la question de la langue, réunir, comme le dit l'Organisation internationale de la francophonie, tous les pays qui ont, je cite, le français en partage. Et donc, derrière cet alibi culturel et linguistique, ça permet à la France de conserver dans son giron, et bien sûr, ça permet aussi d'avoir une stature au niveau international, toutes ces anciennes colonies. Donc, il me semble que le projet politique, il est là. C'est, d'une certaine façon, jouer habilement la carte linguistique et culturelle lorsque la carte politique avait échoué. Ensuite, il y a l'autre volet, le volet de cet échange de langues. La colonisation, qu'on le veuille ou non, a quand même marqué les esprits. Je voudrais juste citer un grand écrivain algérien qui s'appelle Kateb Yassine. Kateb Yassine explique que, qu'on le veuille ou non, le français est devenu une langue de son pays, de l'Algérie. Et il explique que, hormis le berbère, toutes les autres langues, du latin jusqu'à l'arabe, sont des langues qui sont venues de l'extérieur de l'Algérie, comme le français. Et donc que finalement, c'est ce qu'il appelle, lui, le butin de guerre. C'est un trésor de guerre que l'Algérie a hérité des aléas de l'histoire, qu'il faut conserver,
peut-être valorisé. En tout cas, c'est quelque chose d'important. C'est une forme de patrimoine, en réalité. Oui, moi, on peut le voir comme ça. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, au moment de l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, un grand écrivain tunisien qui s'appelle Albert Memmi avait pronostiqué la mort de la littérature en langue française. Il a dit, demain, les pays du Maghreb écriront en arabe. En arabe. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que bien des décennies après, il y a quand même une force, une vie de la littérature, des littératures francophones dans ces 3 pays du Maghreb. Donc c'est bien que finalement, l'histoire fait qu'on s'approprie une langue, un patrimoine, et que ce patrimoine, il devient vôtre. Alors, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs d'un point de vue comparatif. Est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on trouve la même dynamique chez les écrivains et les intellectuels nord-africains, par exemple, dans l'expression de la littérature en langue arabe, par exemple? Alors, je serais bien en peine de vous répondre parce que c'est un domaine que je connais très mal. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement... Bien sûr que la littérature en langue arabe occupe une place importante dans les 3 pays du Maghreb, mais il y a un détail qui montre que peut-être la francophonie est en recul. C'est qu'aujourd'hui, traditionnellement, je prends l'exemple du Maroc que je connais puisque mes parents en sont originaires, traditionnellement, les étudiants marocains qui souhaitaient poursuivre leurs études supérieures, qui souhaitaient faire des thèses de 3e cycle à l'époque, de doctorat, où allaient-ils? Ils allaient en France. Et donc, ils repartaient au Maroc en ayant, assimilé les pratiques universitaires françaises, un certain nombre de compétences propres à la France, et leurs condisciples français avec qui ils avaient effectué leurs études étaient leurs interlocuteurs directs. Aujourd'hui, ces mêmes étudiants, du fait de la difficulté d'obtenir un visa, de pouvoir s'installer en France, ces mêmes jeunes, où vont-ils, ces jeunes étudiants marocains, et je crois que c'est à peu près pareil dans les autres pays du Maghreb, où vont-ils? Ils vont au Canada, ils vont en Australie, ou ils vont aux États-Unis. Et donc, ça, c'est extrêmement dommageable pour, cette francophonie culturelle qui est importante. Qui reste dynamique, mais effectivement, donc, qui interroge, au travers de ce que vous êtes en train de dire, effectivement, cette nécessité d'interroger aussi la diplomatie universitaire, et notamment cette possibilité d'ouvrir nos universités aux échanges interculturels. Ceci étant dit, je me permets, Christophe, de rajouter un point sur les littératures proprement dites. Elles restent extrêmement vigoureuse. À une époque, quand on était un écrivain du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, la consécration, c'était d'être publié à Paris. Les éditions du Seuil du temps de Michel Chodkiewicz, qui a été un grand arabisant et également un grand éditeur, les éditions du Seuil, c'était le Graal d'être publié à Paris. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que des maisons d'édition dans ces pays-là se sont développées, extrêmement professionnelles. Certaines ont noué des accords avec des éditeurs parisiens. Donc malgré tout, cette francophonie romanesque, théâtrale, littéraire, elle reste extrêmement active. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un réseau, au passage, j'en profite pour préciser que l'AUF, par exemple, l'Agence universitaire de la francophonie, réunit environ 1000 universités francophones. C'est-à-dire qu'il y a aussi un espace universitaire francophone extrêmement dynamique au niveau international et animé par justement les personnes et les pays qui sont qui, en tous les cas, qui ont en partage cette langue française. Alors, pour poursuivre justement, ça renvoie à ce que vous disiez par rapport à l'édition française. Comment la littérature francophone a-t-elle été perçue historiquement par la critique littéraire française? Alors, c'est une question extrêmement complexe. Je me suis livré à un petit travail de recherche sur les prix littéraires. Quelques exemples. Si on prend, j'ai pris juste 2 grands prix littéraires, celui de l'Académie française, le Grand Prix du roman de l'Académie française, et le prix Goncourt. Quand on regarde, l'Académie française a décerné, je rappelle, créé en 1914, le Grand Prix du roman de l'Académie française, a décerné à 4 reprises son Grand Prix du roman à un auteur que l'on pourrait qualifier de francophone. 68, Albert Cohen pour Belle du Seigneur, Calix Beyala, camerounaise, en 1996 pour Les Honneurs perdus, Joël Dicker en 2012, qui est un écrivain suisse, pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et en 2015, c'est un prix qui a été
co-attribué à 2 écrivains, Eddie Kadour de Tunisie, pour un roman intitulé Les Prépondérants, et Boualem Sansal, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans l'actualité politique, pour 2084, La fin du monde. 4, on va dire 5 auteurs. Quand on regarde le prix Goncourt, le premier prix Goncourt est attribué à un Guyanais, René Maran, en 1921, pour un roman intitulé Batouala. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, il y a eu une énorme polémique dans la presse. Comment pouvait-on attribuer un prix français à un auteur qui dénigrait la colonisation française et qui s'en prenait à la colonisation française? Il faut rappeler peut-être à ceux qui nous regardent que au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, à part peut-être Clémenceau, qui était une voix discordante dans le concert des députés à la Chambre, tout le monde était, le centre, la gauche, était favorable à la colonisation, pour divers prétextes, que ce soit pour le pseudo-prétexte humaniste d'apporter à la civilisation à des peuples qui en étaient dépourvus, ou simplement pour des raisons beaucoup plus cyniques, économiques et politiques, pour ne pas laisser le champ libre à la Grande-Bretagne. Donc, c'était quelque chose qui faisait l'unanimité. Donc ça, c'est René Maran, Batouala. Et le dernier, 2024, Kamel Daoud pour Houri. Alors, ces prix interrogent, parce qu'il y a deux interprétations possibles. Il y a ceux qui disent, et je n'en suis pas tout à fait, ce sont des prix qui récompensent des œuvres à la littérarité incontestable, des romans qui ont toutes les qualités pour justement être récompensés, que ce soit par le Grand Prix du roman de l'Académie ou par le Goncourt. Et puis il y a une autre interprétation. Est-ce que finalement ces prix et cette façon de mettre en exergue quelques auteurs, et peut-être que je reviendrai sur l'attribution du prix Goncourt à Attar Benjeloun en 1987, est-ce que finalement ce n'est pas une espèce de nostalgie de l'ère coloniale? Est-ce que ce n'est pas flatter le goût du lectorat français pour une forme d'exotisme? Et donc de temps à autre, on attribue le prix à Leila Slimani, à Attar Benjeloun, à tel ou tel autre auteur, à Amin Malouf par exemple. Et finalement, c'est offrir un strapontin à la grande table de la littérature à ces auteurs dits francophones. Si vous me permettez, Christophe, je voudrais revenir sur le prix Goncourt de Attar Benjeloun parce qu'il montre bien peut-être l'ambiguïté de ces prix. En 1987, donc, Attar Benjeloun obtient le prix Goncourt pour La Nuit sacrée. Et c'est très intéressant de voir quelle a été la réception au Maroc, dans la presse marocaine, de ce prix. Attar Benjeloun a été fortement critiqué. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? On lui reprochait de faire de la littérature exotique qui allait simplement plaire à qui? À un lectorat français en quête de dépaysement, de vahiné, de noix de coco, de que sais-je encore, de danse du ventre, de plaire aux institutions de légitimation française, et donc finalement de jouer un petit peu le jeu, si je voulais être trivial, je dirais presque de faire l'arabe de service et de jouer un petit peu le jeu de ces institutions. Et la presse marocaine a été très très dure avec Attar Benjeloun. Et l'autre anecdote qui montre bien qu'on n'est pas à l'aise avec ces littératures, c'est que si vous allez dans une librairie en France hexagonale, vous visitez 3 librairies, je l'ai fait, et dans les 3 librairies, les romans de Benjeloun étaient classés dans 3 secteurs différents. Dans un secteur, il y avait les littératures francophones. Dans une autre librairie du quartier latin, il était dans la littérature française, ce qui est très rare. Et dans une 3e, il était dans littérature du monde arabe. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même pas mal d'ambiguïté et on ne sait pas trop que faire avec ces littératures. Alors justement, écoutez, vous m'incitez à vous poser la prochaine question. Est-ce qu'on peut parler d'une unité littéraire francophone ou s'agit-il plutôt d'un ensemble fragmenté? Aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu, on est conscient qu'il n'y a pas une littérature francophone. Je voudrais juste vous montrer une petite diapo, celle-ci, du Lagarde et Michard, l'édition de 1973. Et le Lagarde et Michard consacre exactement 4 pages
sur un volume qui en fait à peu près 400. C'est très épais. Le volume, on les a tous connus. On a grandi au lycée avec le Lagarde et Michard. Il y a à peu près 4 pages, et notamment celle-ci sur la poésie francophone. Et qu'est-ce qu'on y met dans cet intitulé de la poésie francophone? Des auteurs extrêmement, extrêmement différents. On a Aimé Césaire, on a Léopold Sédar Senghor, et on y ajoute un poète québécois. Quoi de commun entre un auteur martiniquais? Donc à ce moment-là, depuis 1946, la Martinique est département français, d'outre-mer, mais département français. Entre un auteur sénégalais, même s'il a fait ses études à Paris, agrégé de grammaire en même temps que le futur président Pompidou, ou un auteur québécois. Donc on voit bien que à cette époque-là, il y a un ensemble francophone, indistinct, qui efface finalement les particularismes et les particularités de chaque culture, de chaque littérature. Et puis, il va falloir du temps, petit à petit. Aujourd'hui, personne ne parle, que ce soit dans le monde universitaire ou dans la presse spécialisée, de littérature francophone au singulier. Donc on a commencé à prendre, et c'est tout à fait louable, la mesure des particularités, des diversités qui animent cette culture. Et effectivement, un écrivain qui écrit depuis la Côte d'Ivoire ou depuis le Togo, n'a pas le même imaginaire, n'a pas les mêmes préoccupations littéraires, n'a pas même la même façon d'écrire qu'un écrivain de Montréal ou du fin fond du Québec. D'où l'intérêt et la nécessité aujourd'hui de parler de littérature francophone au pluriel. Donc on peut considérer que c'est un ensemble assez fragmenté, avec des liens, des communs, on va dire, littéraires, et en même temps des particularismes liés au pays d'origine et aux langues, d'ailleurs, qui peuvent être des langues, dans certains cas, vernaculaires. Les langues vernaculaires des auteurs francophones, par exemple, est-ce qu'elles ont une incidence? Est-ce qu'il y a une tension entre le français comme langue d'expression littéraire et les langues vernaculaires des auteurs francophones? Alors, pour répondre à votre question, je vais vous raconter une autre petite anecdote. Nous sommes à la fin des années 60. Un monsieur qui n'est pas du tout un littéraire, il travaille dans les assurances, qui s'appelle Amadou Kourouma, publie un livre, écrit d'abord, un roman qui a pour titre Les Soleils des Indépendances. Et c'est vraiment un roman qui, dans l'histoire des littératures francophones, fait date, au même titre par exemple que le cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire en 1939. Et il cherche un éditeur, donc il envoie son manuscrit à diverses maisons d'édition parisiennes, évidemment. Refus. Refus notamment pourquoi? On lui dit votre texte, c'est pas du français. On ne le publie pas. C'est écrit, c'est n'importe comment. Bon. Monsieur Amadou Kourouma se tourne vers une maison d'édition montréalaise qui accepte de publier le roman, qui obtient un certain nombre de prix au Québec et au Canada. Retour de manivelle, la maison d'édition française qui avait refusé le manuscrit en disant c'est mal écrit, c'est pas du français, c'est presque, j'allais dire, du charabia, rachète les droits et publie Amadou Kourouma. Voilà. Et Amadou Kourouma inaugure, et ça répond à votre question, une veine où il va y avoir une nouvelle écriture qui va naître dans ces littératures francophones, née de la rencontre entre la langue française et les langues vernaculaires ou les langues des pays. Kourouma, lui, il parle le malinké. Et donc, dans Les Soleils des Indépendances, et c'est ce qui a totalement perturbé les maisons d'édition parisiennes, c'est que le malinké entrait en contact, en symbiose avec la langue française et créait une langue tout à fait originale, mais dont on n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, Kourouma a ouvert la voie, donc ça passe relativement bien quand on lit les romans de Sonny Laboutancy, écrivain congolais disparu il y a déjà quelques années, ça ne choque plus. Mais à l'époque, on était encore dans cette idée que les auteurs francophones avaient eux-mêmes intégré, qu'il fallait, pour être un véritable écrivain, parler un français académique, impeccable, digne des plus grands auteurs classiques français. Et donc, on se faisait un point d'honneur
à surtout éviter tout barbarisme, toute intrusion de la langue natale dans l'intérieur du français. Et c'est vraiment Kourouma avec ce roman, qui a débloqué les choses. Et donc aujourd'hui, quand on lit des auteurs québécois, quand on lit des auteurs tahitiens, c'est une littérature dont on aura peut-être l'occasion de parler parce qu'on la connaît très peu, un petit peu cantonnée aux marges de la francophonie. On voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une créativité nouvelle parce qu'on met en tension, on met en relation les deux langues et ça donne vraiment des textes extrêmement, extrêmement intéressants. Dans un autre registre, j'en profite, puisque nous sommes à La Réunion, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion. Est-ce que vous observez cela également avec le créole réunionnais, qui est une langue également étudiée à l'Université de La Réunion? Est-ce qu'on trouve ces tensions, ces intérêts communs, cette bi-créativité, on va dire, entre la langue française académique et le créole? Oui, elle existe de manière extrêmement féconde, à mon avis. Et peut-être celui à qui on doit rendre grâce d'avoir permis l'entrée du créole et d'une certaine façon la reconnaissance du créole, c'est Axel Gauvin. Karpana Marimotou a fait des études et des travaux très très intéressants sur la genèse du premier roman d'Axel Gauvin qui a pour titre Quartier 3 lettres et qui raconte à Saint-Leu, d'où le nom Quartier 3 lettres, l'enfance d'un personnage qui ressemble au petit Axel dans ce village. Et Karpana Marimotou a bien montré qu'il y a eu des versions différentes du texte, du manuscrit, au cours desquelles Axel Gauvin a hésité entre un français académique et un texte très très proche du créole. Dans un cas, il se coupait du public créole, dans l'autre cas, il se coupait du public métropolitain. Et finalement, au fil du temps, au fur et à mesure des tâtonnements, des réécritures, il a trouvé cette langue du texte que l'on connaît aujourd'hui, où finalement, créole, réunionnais et français se marient parfaitement. Alors, à l'époque, Axel Gauvin avait mis un glossaire, parce qu'un certain nombre de termes du créole réunionnais n'étaient pas forcément connus d'un lectorat métropolitain. Mais cette invention, cette créativité qui mixe et qui maille à la fois le créole et le français, elle existe de manière tout à fait intéressante. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que peut-être pour la littérature réunionnaise, à un moment donné, on a donner des subventions qui ont permis la publication de textes qui, honnêtement, auraient dû être retravaillés et ne pas être donnés à lire tout de suite au public. Mais c'est quand même une littérature qui mérite d'être connue et reconnue. Connue et reconnue, et qui, effectivement, est l'expression d'une richesse, de cet intérêt de mélanger, ou du moins d'influencer les capacités de rédaction ou l'écriture à partir de langues différentes. Alors, pensez-vous, par exemple, que cette littérature française et cette littérature francophone, est-ce que cette littérature francophone peut s'émanciper du prisme de la littérature française ou les littératures francophones? Elles sont en train de s'émanciper. Elles sont en train. Jusqu'à une période récente, on va dire à peu près les années 1990, la relation était uniquement entre ces littératures et la littérature française. Or, aujourd'hui, les écrivains, quelle que soit leur origine, qu'ils viennent du Togo, du Canada ou d'ailleurs, reconnaissent que leurs influences, certes, sont françaises, mais également sont sud-américaines. Un auteur comme Alain Mabankou, qui est d'origine congolaise, admet parfaitement qu'il a été influencé par la littérature nord-américaine. Et donc, aujourd'hui, il y a une espèce d'éclatement des interrelations. Ce n'est plus le tête-à-tête qu'on a connu entre le centre français et la périphérie francophone, et les périphéries francophones au pluriel, mais il y a un éclatement qui fait qu'on est en train de renouveler l'approche de ces littératures, la lecture de ces littératures. Il reste peut-être à ce que l'université elle-même entre dans le mouvement, et là les réticences sont encore grandes. Vous sentez des réticences encore grandes dans le milieu universitaire? Il faudrait, en France, ou plutôt dans les universités françaises ou... Plutôt dans les universités françaises.
Alors, vous aviez aussi l'intention de nous présenter des grands personnages. Vous avez une diapositive où vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, des grands personnages symboliques qui symbolisent la francophonie. Oui, effectivement, c'est la diapositive que nous allons sans doute voir des 3 hommes politiques qui ont porté sur les fonds baptismaux la francophonie institutionnelle. Léopold Sédar Senghor, donc agrégé de grammaire, longtemps président du Sénégal, que l'on voit en habit d'académicien. Le président Habib Bourguiba de Tunisie et le prince Norodom Sihanouk. Bon, il y en a eu d'autres. Il y a eu Diori Amani, l'ex-président du Niger, qui lui aussi a été un des acteurs fondamentaux de cette francophonie politique et institutionnelle, mais effectivement, ce sont les 3 figures qui ont joué un rôle particulièrement important à la fin des années 60 et des années 70, lorsque se sont créées toutes les institutions qui aujourd'hui ont fusionné sous l'appellation de l'Organisation internationale de la francophonie. Eh bien, Mohamed Aïtara, je pense qu'on a fait déjà un tour assez exhaustif et merci, c'est passionnant. Si l'on veut en savoir un petit peu plus sur ces sujets, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Comme ouvrage? Oui, comme ouvrage. Alors, sur la francophonie, il y a cet ouvrage, la diapositive qui arrive, de Dominique Combes, Littérature francophone, questions, débats et polémiques. Et puis, ce n'est pas un... Enfin si, Alain Bambankou est un universitaire et aussi un écrivain. Le Monde et mon langage, qui propose une réflexion tout à fait pertinente, originale, sur les rapports d'un universitaire et d'un écrivain congolais à la langue française. Eh bien, Mohamed Aïtara, merci beaucoup pour cette passionnante causerie qui n'est qu'un des premiers épisodes d'une série de causeries que nous engageons sur les études francophones. Donc rendez-vous très prochainement pour une prochaine causerie sur ce sujet. À très bientôt. Merci Christophe Porlier.